Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit cours de probabilité. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ce qu'il faut qu'on sache sur nos histoires de probabilité. On va faire ça en plusieurs vidéos. On va faire une première vidéo d'introduction sur ce par quoi commencent tous les exercices de probabilité, c'est-à-dire une situation évolutive que l'on va schématiser par un arbre avec la construction et l'utilisation de l'arbre. Et je pense qu'on fera aussi la loi binomiale parce que ça fait pas énormément de choses à raconter. Et ensuite, on essaiera de faire une vidéo dédiée aux lois de probabilité, autre que la loi binomiale, et une troisième et dernière vidéo sur l'échantillonnage. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment est-ce que je schématise une situation évolutive par un arbre de probabilité et comment je me sers de cet arbre de probabilité. Donc il faut savoir que quand on travaille en probabilité, les exercices sont grosso modo tous les mêmes. D'un exercice à l'autre, ce qui change, c'est la situation à laquelle on a affaire, mais sinon, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'on va me donner une situation évolutive. Donc une situation évolutive, c'est quoi? C'est une situation où différents choix s'offrent à moi. Et en fonction des choix que je fais, il y a d'autres choix derrière qui vont en découler. Alors, c'est tout le temps les mêmes exemples. Si je choisis au hasard un élève au lycée, cet élève, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Si c'est un garçon, il est demi-passionnaire ou externe. Si c'est une fille, elle est demi-passionnaire ou externe. Après, que ce soit un truc comme ça ou que ce soit j'achète un bien immobilier, c'est une maison ou un appartement. Une maison, je fais un crédit ou pas. Un appartement, je fais un crédit ou pas. J'achète un téléphone, c'est un iPhone ou un Samsung. Si c'est un iPhone, il a l'écran OLED ou pas. Si c'est un Samsung, pareil. Enfin bref, une fois qu'on sait en faire un, on sait tous les faire. Donc, on va voir déjà comment est-ce qu'on schématise ça. Donc, ça commence par ce qu'on appelle la schématisation d'une situation évolutive par donc ce qu'on appelle un arbre pondéré. Donc je vais faire le cas le plus simple possible, celui où on a deux fois deux choix. Donc je schématise ça comme ça, je dis voilà, dans une situation, peu importe laquelle, j'ai un événement A ou son contraire. Si l'événement A est réalisé, derrière j'ai un événement B ou son contraire. Et si j'ai pas l'événement A, pareil. Cette situation peut très bien être celle que je vous disais tout à l'heure, où, voilà, ici je choisis un élève au hasard, soit c'est un garçon, soit c'est pas un garçon. Si c'est un garçon, c'est un demi-passionnaire ou c'est pas un demi-passionnaire. Si c'est pas un garçon, donc une fille, c'est une demi-passionnaire ou pas une demi-passionnaire. Ou tous les exemples possibles et imaginables que vous voulez. Alors là, je fais le cas avec deux fois deux choix. Bien évidemment, en fonction de ce que me raconte l'énoncé, je peux avoir 3, 4, 5, 10, 50 branches, ça n'a aucune importance. On peut très bien me dire, voilà, c'est une voiture qui arrive face à un feu. Le feu, il est soit rouge, soit orange, soit vert. Et dans ces cas-là, j'aurai trois branches. Ça, c'est vraiment comme le veut l'énoncé. Sur chacune des branches, je vais noter les probabilités de chacun des événements. Ici, j'aurai une probabilité petit p, peu importe laquelle. Ici, j'aurai une probabilité petit r, peu importe laquelle. Et ici, j'aurai une probabilité petit n. Ça, c'est l'énoncé, je dis p, r, n, comme j'aurais pu dire n'importe quelle lettre. Ça, c'est l'énoncé qui va me les donner. Soit vraiment, on me le sert sur un plateau, on me dit, voilà, dans ce lycée, on sait qu'il y a 40% de garçons, et là, j'aurai un 0,4. Et chez les garçons, il y a un tiers de demi-passionnaires, et là, j'aurai un tiers. Soit on va me dire, on sait que c'est un lycée où il y a 400 garçons et 600 filles, et donc la probabilité qui sera là, celle d'avoir un garçon, sera de 400 sur 1000, que sont les 1000 élèves au total. Donc ça, c'est vraiment comme le décide l'énoncé. Ce qui est sûr et certain, c'est que si ici j'ai P, obligatoirement là, j'aurai 1 moins P. C'est une chose qui paraît assez logique, c'est-à-dire que si on commence à me dire que dans un lycée, il y a 40% de garçons, il y aura automatiquement le contraire, c'est-à-dire 60% de filles. Si ici il y a R, là il y a 1 moins R. Et lorsqu'ici j'ai N, ici j'ai 1 moins N. Ça, c'est une propriété que tous nos arbres, sans aucune exception, devront toujours vérifier. C'est une propriété qui dit la chose suivante, elle dit que dans un arbre,
la somme des branches menant à un même nœud Donc quand j'ai dit les branches menant à un même nœud, ça veut dire les branches qui se rejoignent toutes à un même endroit, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 10. Cette somme, elle vaut toujours, quoi qu'il arrive, 1. Si je reprends l'exemple de ma voiture qui arrive face à un feu, si on commence à me dire le feu, il y a 10% de chance pour qu'il soit rouge et il y a 10% de chance pour qu'il soit orange, ça fait 20%, il y aura forcément 80% de chance, tout ce qui reste, pour qu'il soit vert. Bon, une fois que votre arbre est construit, vous avez schématisé un petit peu ce que vous raconte l'énoncé, vous avez noté chacune de vos probabilités sur chacune de vos branches. Les questions vont tout le temps être les mêmes, on va nous poser 3 types de questions pour calculer 3 types de probabilités. La première question qu'on va nous poser, c'est ce que j'appelle moi une probabilité ciblée. Quand j'ai dit probabilité ciblée, c'est celle d'une succession d'événements bien particulière sur notre arbre. Je prends un exemple au hasard. Quelle est la probabilité d'avoir l'événement A et l'événement B? Genre, quelle est la probabilité que mon élève, que je choisis au hasard, soit un garçon demi-pensionnaire? Je dis garçon demi-pensionnaire, comme on pourrait dire fille externe, fille interne, tout ce qu'on veut, ça n'a aucune importance, mais un chemin, quelque part sur mon arbre, par exemple ici, si je regarde mon arbre, ce A inter B, ça correspondrait au chemin qui est ici, d'abord l'événement A et ensuite l'événement B. Pour calculer cette probabilité, c'est très simple. On va garder en tête juste une règle qui dit la chose suivante, qui dit que lorsque on se déplace sur l'arbre, on multiplie les probabilités. Ça veut dire que si je veux la probabilité d'avoir un garçon interne, ou ce que vous voulez, j'ai l'événement P, la probabilité P, la probabilité R, je vais faire P fois R. C'est tout. C'est-à-dire que si là j'ai 0,40, là j'ai 0,35, je ferai 0,40 fois 0,35. Donc cette probabilité, elle sera égale à P fois R. Ça, c'est la première qu'on vous demandera toujours de calculer. Deuxième type de probabilité qu'on va vous demander de calculer, c'est ce qu'on appelle une probabilité, cette fois-ci générale. Probabilité générale, c'est-à-dire celle d'un événement en particulier quelque part sur l'arbre. Par exemple, on peut me dire quelle est la probabilité d'avoir l'événement B. Tout court, sous-entendu avec ou sans A, ça n'a aucune importance. Quelle est la probabilité que mon élève ce soit un demi-pensionnaire, garçon ou fille, on s'en fiche. Donc, pour avoir la probabilité de cet événement B, qu'est-ce que je vais faire sur mon arbre? Je vais regarder tous les chemins qui me mènent à B. C'est-à-dire que pour avoir l'événement B, je me rends compte que soit je peux prendre un garçon qui est demi-pensionnaire, soit je peux prendre une fille qui est demi-pensionnaire. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la somme de toutes ces branches. Donc, pour avoir une probabilité d'un événement particulier, je fais la somme de toutes les branches, de tous les chemins plutôt, on va dire, et toutes les successions de branches menant à B. Autrement dit, ici, pour avoir mon événement B, j'ai ce chemin P fois R, et ce chemin 1 moins P fois N. Donc je vais faire la somme des deux, c'est-à-dire je ferai P fois R plus 1 moins P fois N. Donc voilà mes deux types de probabilités principales qu'on calcule toujours au début d'exo. Une succession d'événements bien particulières, un chemin quelque part sur mon arbre,
ou un événement, peu importe ce qui se passe avant ou après, la somme de toutes les branches qui mènent à lui, enfin de tous les chemins qui mènent à lui. Troisième et dernière probabilité, probabilité importante, en général d'ailleurs c'est même le titre du chapitre, ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle, comme son nom l'indique, elle va dépendre d'une condition que l'énoncé va m'imposer. C'est-à-dire, l'énoncé va me dire, voilà, l'élève qu'on a choisi, on le sait, c'est un interne. Dans ces cas-là, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Ou le contraire, je sais que c'est un garçon, à ce moment-là, quelle est la probabilité que ce soit un interne, dans le sens que vous voulez. C'est une probabilité dont la notation est toujours celle-ci. Probabilité d'avoir un événement A, avec un petit b en indice ici qui signifie sachant b. C'est-à-dire que dès que je vois une probabilité écrite de cette manière-là, ce petit b qui est en dessous, en français, je le lis sachant b. Alors bien évidemment, il faudra faire très attention à ce que me raconte l'énoncé. Parce que la probabilité d'avoir un événement A sachant qu'on a B, bien évidemment, ne sera pas la même chose que la probabilité d'avoir B sachant que j'ai A. C'est-à-dire que c'est différent si on me dit, voilà, je sais que c'est un garçon, quelle est la probabilité qu'il soit demi-pensionnaire? A, je sais que c'est un demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? C'est deux événements qui sont différents. Cette probabilité, interdiction formelle de regarder l'arbre, elle se calcule avec une formule, quasiment la seule et unique formule de ce chapitre qu'il faut connaître par cœur, qui est la suivante. Si je veux la probabilité d'avoir un événement A sachant que j'ai B, comme ceci, on fait toujours la probabilité D2, donc P de A inter B, divisé par celui qui est en bas, c'est-à-dire ici divisé par P de B. Et en général, comme par hasard, ces deux probabilités-là, c'est exactement les probabilités que vous avez calculées juste avant. C'est-à-dire que le A inter B, c'est ce que vous aurez fait avec ce chemin, et le B, c'est ce que vous aurez fait avec les chemins jaunes. Après, si c'est d'autres que vous n'avez pas encore faites, vous les faites sur le moment, mais souvent c'est architecturé comme ça. Donc je fais toujours les deux, divisé par celui qui est en bas. On est bien d'accord que du coup, si je prends celle-là, ça ne sera pas la même chose, parce que les deux, A inter B, B inter A, ça n'a aucune importance, mais dans celle-là, ça sera divisé par P de A, parce que c'est A qui est en dessous. Et là, c'est divisé par P de B, donc on est d'accord que c'est deux événements différents qui auront deux probabilités différentes. Donc voilà comment est-ce qu'on se sert de notre arbre. Pas énormément de choses à savoir en plus. Je note une formule du cours, qui est présente dans le cours, donc on va noter quand même, qui est utilisée à peu près une fois sur 400 millions. Donc, pas très grave, mais cette formule, elle a le mérite d'exister, donc on va quand même la noter. C'est la probabilité de ce qu'on appelle une union. Probabilité d'une union, c'est-à-dire avoir cet événement ou celui-là, et pas et. C'est quelque chose qu'on fait rarement, mais voilà, le fait est que la formule existe. Donc c'est ce qu'on appelle la probabilité de A union B. Quelle est la probabilité que l'élève que je choisisse, soit c'est un garçon, demi-pensionnaire, externe, interne, tout ce que vous voulez, soit c'est un demi-pensionnaire, garçon ou fille, peu importe, c'est l'un ou l'autre et pas l'un et l'autre. Alors cette probabilité, c'est pareil, c'est une formule, il suffit de la connaître. C'est la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre moins la probabilité des deux. Donc je fais P de A plus P de B moins P de A inter B, ça c'est trois trucs qu'on sait calculer avec ce que je vous ai expliqué avant, et vous avez la probabilité de l'union. Ça s'utilise assez rarement, mais bon, comme la formule est là, c'est toujours bien de l'avoir en tête. Donc ici, on est dans une première partie d'exercice, nos situations évolutives. Donc encore, je rappelle, c'est une situation où j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. En fonction des choix que je fais, je vais en avoir d'autres derrière. Et je calcule les probabilités de différentes successions d'événements, un événement en particulier, une probabilité conditionnelle comme son nom l'indique avec une condition, ce genre de choses. Généralement, dans une deuxième partie d'exercice toujours basée sur cette situation-là, on va évoluer un petit peu, on va passer d'une situation
évolutive à une situation répétitive. C'est-à-dire que cette expérience, avec ces conditions-là, sans qu'elle change, je vais la répéter un certain nombre de fois. C'est-à-dire que je ne vais plus dire je choisis un élève au hasard, qui peut être garçon, fille, demi-pensionnaire, externe, etc. Des élèves, je vais en choisir 10, ou 20, ou 30, ou 50, ou autant que vous voulez. Et sur cet échantillon d'élèves que je choisis, sur ces N élèves que je choisis, je m'intéresse à un des événements auxquels je réfléchissais avant, disons, je sais pas, l'élève est demi-pensionnaire, et sur ces N élèves, je cherche la probabilité que cet événement, l'élève est demi-pensionnaire, soit réalisé un certain nombre K de fois. C'est-à-dire, je prends 10 élèves, j'aimerais savoir si chacun a la même probabilité d'être demi-pensionnaire que j'aurais calculé avant, quelle est la probabilité que sur les 10, j'en ai aucun, 1, 2, 3, 5, 7, n'importe quoi entre 0 et 10. Donc là, on n'est plus dans quelque chose d'évolutif, on est dans quelque chose de répétitif. Donc on va noter travail sur une situation, cette fois-ci répétitive. Je vais bien rédiger et bien noter les conditions dans lesquelles on se trouve parce que c'est une chose que vous devez savoir faire parce que ça peut vous être demandé. Voilà comment on va expliquer la chose. On répète n fois, donc ce n, c'est l'énoncé qui va décider, 10 fois, 20 fois, 30 fois, aucune importance, une même expérience, j'insiste sur le même expérience, si on commence à nous dire, parce que ça peut arriver, c'est un autre type d'exercice qu'on verra plus tard, si on commence à me dire, si le premier élève que j'ai choisi, il a 30% de chance d'être demi-pensionnaire, je le choisis, il est demi-pensionnaire, celui d'après, il y a un autre pourcentage de chance qu'il le soit, là on n'est pas du tout dans ce qu'on est en train de travailler. Nous là on est en train de travailler sur un truc où j'ai 30% de chance d'avoir un demi-pensionnaire, c'est-à-dire que le premier que je prends il a 30% de chance de l'être, le second aussi, le troisième aussi, et peu importe le nombre que je prends, ça sera toujours pareil. Donc je répète, n fois une même expérience de Bernoulli. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience de Bernoulli? C'est une expérience à deux issues possibles, c'est-à-dire soit c'est comme ça, soit c'est pas comme ça. Il y a des expériences qui sont naturellement des expériences de Bernoulli. Par exemple, je lance une pièce de monnaie, soit elle tombe sur pile, soit elle tombe sur face. Ça, de manière naturelle, c'est une expérience de Bernoulli, il n'y a que deux issues possibles. Je lance un dé, c'est pas une expérience de Bernoulli, parce que mon dé peut tomber sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5 ou sur 6. Mais je peux transformer ça en une expérience de Bernoulli si je commence à réfléchir en disant je lance un dé, et plutôt que de dire il tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je peux dire soit il va tomber sur 2, soit il va tomber sur autre chose. 1, 3, 4, 5, 6. Là, automatiquement, j'ai quand même que deux issues possibles. Dans ma situation de mes élèves du lycée, ce n'est pas une expérience de Bernoulli, parce que je peux avoir un garçon demi-pensionnaire, un garçon externe, une fille demi-pensionnaire, mais je peux dire, je vais choisir des élèves successivement et à chaque fois j'aurai soit un demi-pensionnaire, soit pas. Garçon, fille, tout ça, on s'en fiche, c'est soit demi-pensionnaire, soit pas demi-pensionnaire. Alors je dis demi-pensionnaire ou n'importe lequel des autres événements qu'on a travaillé. Donc une expérience de Bernoulli, c'est ça. Donc moi je vais répéter n fois une même expérience de Bernoulli dont la probabilité du succès, ce que j'appelle le succès, ça sera ce qui nous intéresse justement. Par exemple, l'élève est demi-pensionnaire. Cette probabilité est une certaine probabilité P que j'aurais calculée juste avant, ou si je ne l'ai pas calculée, que je calculerai avec mon arbre. Quand je suis dans ces conditions-là, la variable aléatoire que je vais appeler x, qu'on peut appeler comme on veut, ça n'a aucune importance, associée au nombre de succès parmi les n expériences,
Souci de lumière, voilà, c'est réglé. Donc la variable aléatoire x associée au nombre de succès parmi les n expériences, donc ça c'est quoi? Ben, c'est le nombre de succès que je vais avoir. C'est-à-dire j'ai pris 10 élèves, ils ont tous la même probabilité d'être demi-pensionnaires. Ce x, c'est le nombre de demi-pensionnaires que je vais avoir sur les 10. Donc soit aucun, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, jusqu'à 10. Alors cette variable aléatoire, elle suit ce qu'on appelle la loi binomiale dont les paramètres sont n, le nombre d'expériences que je fais, et p, la probabilité de mon succès. Ce petit paragraphe, c'est un paragraphe que vous devez connaître par cœur, parce que très souvent dans les exercices, on verra qu'avec les autres lois, on nous impose le fait que ça suit telle ou telle loi, mais avec la loi binomiale, on nous demande toujours quelle est la loi suivie par la variable aléatoire, et pour justifier que c'est la loi binomiale, c'est ce paragraphe qu'il faut écrire. Vous pouvez l'apprendre par cœur mot pour mot. Ce qui va changer d'un exercice à l'autre, c'est ce n, ce p et ce x. C'est-à-dire que dans un exercice, on vous dira que des élèves, on en prend 10, dans un autre 20, 30, 50, 200, 4 millions, on s'en fout. La probabilité qu'il soit demi-pensionnaire, elle est égale à 0,18, 0,22, 0,30, 0,40, n'importe quoi entre 0 et 1, vous l'aurez calculé. Et la variable aléatoire, s'il décide de l'appeler A, B, Z, T, Q, G plutôt que X, ça n'a aucune importance aussi. En dehors de ça, vous apprenez ce petit paragraphe par cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça suit la loi binomiale de paramètres n et p? Ça veut dire que je vais avoir une formule toute faite pour calculer ce que je note p de x égale k, la probabilité d'avoir un certain nombre k de succès parmi mon nombre n d'expériences. Donc ça, c'est avoir k succès avec k compris entre 0 et n. Je ne sais pas pourquoi je mets des accolades d'ailleurs. Soit j'ai aucun élève demi-pensionnaire, soit j'en ai un, soit j'en ai deux, soit j'en ai trois, soit j'en ai quatre, jusqu'à n. Cette formule, je vais vous l'écrire, elle est dégueulasse, elle ne va pas vous plaire, mais après je vais vous l'expliquer. Donc là voici, la voilà, c'est ce qu'on appelle k parmi n, qui est un truc que je note comme ceci, la probabilité p puissance k, la probabilité 1 moins p, puissance n moins k. Voilà, la formule, c'est la suivante, elle est extrêmement importante, vous devez la connaître. Elle n'est pas jolie, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et je vais vous expliquer comment elle fonctionne et vous allez voir que c'est extrêmement simple. On va commencer par ces deux termes qui sont très logiques. Ici, P puissance K, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de mon succès puissance le nombre de succès voulus. Ce qui paraît assez logique, c'est-à-dire que si sur vos 10 élèves, vous en voulez 7 qui soient demi-pensionnaires, vous allez faire la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire puissance 7. Si vous en voulez 3, puissance 3. Si vous en voulez 10, puissance 10. Si vous en voulez aucun, puissance 0. C'est comme si vous étiez sur un arbre où vous faisiez des branches, demi-pensionnaire, pas demi-pensionnaire, encore demi-pensionnaire, pas demi-pensionnaire, encore, et vous faisiez un arbre comme ça à 10 étages, et si vous en voulez 7, vous comprenez bien que en vous déplaçant sur l'arbre, vous avez demi-pensionnaire, 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 7 fois, donc vous avez votre probabilité puissance 7. Ce terme, 1 moins P, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'échec, c'est-à-dire que si P c'est le succès, tout ce qui reste pour arriver à 1, le contraire, c'est l'échec, donc ça c'est la probabilité de l'échec, puissance, puissance ce qui reste. N-K, c'est-à-dire que si vous voulez 7 demi-pensionnaires qu'il y en a 10, vous aurez la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire puissance 7, la probabilité d'avoir autre chose qu'un demi-pensionnaire puissance 3, puisqu'ils sont 10 au total. Si vous en voulez 2, vous aurez puissance 2 et puissance 8.
Si vous en voulez aucun, vous aurez puissance 0 et puissance 10. Le tout, c'est d'avoir, avec ces deux puissances, au total, vos 10 élèves, ou 50 élèves, ou autant d'élèves que vous voulez. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Ce que je veux, puissance, combien j'en veux. Ce que je veux pas, puissance, tout ce qui reste. Le terme important, c'est ce premier terme qui est là, ce k parmi n, que vous pouvez trouver aussi noté comme ça avec des parenthèses. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le nombre de possibilités que j'ai d'avoir ça. Parce que quand je dis que sur mes 10 élèves, j'en veux 2 qui soient demi-pensionnaires, je vais dire la probabilité de l'être puissance 2, la probabilité de ne pas l'être puissance 8, mais le problème, c'est que ces 2 demi-pensionnaires, ça peut être les 2 premiers élèves que j'ai choisis, tout comme les 2 derniers, tout comme le 5e et le 6e, ou le premier et le 3e, c'est-à-dire qu'il y a un nombre assez important de possibilités. Ce nombre de possibilités, il faut que je le prenne en compte. La probabilité que je calcule ici, elle doit prendre en compte ce nombre de possibilités. C'est-à-dire que s'il y a 25 possibilités, ben la probabilité, il faut que je la compte 25 fois. S'il y a 250 possibilités, la probabilité, il faut que je la compte 250 fois. Comment est-ce qu'on calcule ce terme? C'est extrêmement compliqué à calculer à la main. C'est pour ça que la calculatrice va le faire pour nous, même si on peut quand même le faire à la main, on en parlera une autre fois. Sur votre calculatrice, vous allez aller dans le menu Options, c'est la touche OPTN. Vous allez aller dans le second menu avec la petite flèche c'est F6, et vous allez avoir un menu Probabilité. Ça s'appelle Prob, ça sera F3, et dans ce menu Probabilité, vous allez avoir NCR. C'est F3 encore, si je dis pas de conneries. Il faudra vérifier, je suis pas sûr. Ce NCR, eh bien, c'est le terme qui est ici. Si j'ai 10 élèves que j'en veux 2 demi-pensionnaires, je taperai 10 c'est 2, et la calculatrice va me dire par exemple, je dis n'importe quoi, 25, ça veut dire qu'il y a 25 possibilités. Donc, pour utiliser la loi binomiale, je répète, j'explique encore une fois, je répète un certain nombre de fois une même expérience avec toujours une même probabilité de succès, et je veux un certain nombre K de succès, mon nombre de possibilités que calcule la calculette pour moi, multiplié par la probabilité de ce qui m'intéresse puissance combien je le veux, la probabilité de tout le reste puissance ce qui reste. Qu'est-ce qu'on doit savoir faire d'autre avec la loi binomiale? Pas grand-chose, juste deux petits éléments importants, ce qu'on appelle l'espérance et ce qu'on appelle l'écart-type. L'espérance, le mot est un petit peu transparent, c'est tout simplement le nombre de succès que je peux espérer obtenir, c'est-à-dire sur 10 élèves avec une probabilité P d'avoir un demi-pensionnaire, combien je peux espérer avoir de demi-pensionnaires sur ces 10 élèves, et l'écart type, eh c'est la marge d'erreur de cette espérance, c'est-à-dire c'est vrai avec quelle marge d'erreur à plus ou moins combien d'élèves près, c'est-à-dire que si l'écart type est très grand, l'espérance ne veut rien dire du tout, et si l'écart type est petit, je peux m'y fier. Donc ce sont des formules, c'est comme ça, il faut les connaître, elles ne sont pas très compliquées. Alors on va s'habituer en probabilité à noter l'espérance nue, c'est la lettre grecque qui est comme ceci. Pour une loi binomiale, l'espérance c'est très simple, c'est tout simplement égal à n fois p. Le nombre d'expériences que vous faites fois la probabilité de votre succès. Et l'écart type, qu'on va s'habituer à noter sigma comme ceci, c'est racine de n fois p fois 1 moins p. Voilà, c'est deux petites formules, il faut les connaître, elles sont importantes, c'est assez souvent demandé. Si je trouve 5 et 1, ça veut dire que sur mes 10 élèves, je peux espérer en avoir 5 qui sont demi-pensionnaires à plus ou moins un élève près. Donc à travers ces deux choses qu'on vient de voir, on a la manière de traiter le début d'un exercice de probabilité, une première partie sur un arbre de probabilité qui va représenter une situation évolutive que nous décrit l'énoncé, avec sur chacune des branches les probabilités de tous les événements qui nous intéressent. Et les trois types de probabilités, la probabilité ciblée, je me déplace sur l'arbre, je multiplie les probabilités, la probabilité
générale, je fais la somme de toutes les branches qui mènent à ce qui m'intéresse, et la probabilité conditionnelle avec la formule qui est ici qu'il faut connaître par cœur. Des fois qu'on décide de me demander une union, la formule de l'union, elle est ici. Lorsque j'ai terminé cette première partie, on commence à me dire qu'on répète plusieurs fois l'expérience, et alors là, j'utilise plutôt une loi binomiale. Je justifie le fait que j'ai affaire à une loi binomiale avec le petit paragraphe qui est ici, qu'il faut connaître par cœur, dont seules les choses que j'ai notées en violet vont changer, et je calcule la probabilité d'avoir un certain nombre de succès parmi mes expériences, avec la formule qui est ici, que je vous ai expliquée juste avant. On garde en tête quand même l'espérance et l'écart type, parce que c'est des choses qu'on peut nous demander. Autre question qu'on pourrait avoir, c'est pas seulement quelle est la probabilité d'avoir ce nombre-là d'événements, mais quelle est la probabilité d'avoir au moins ou au plus tant de succès, c'est-à-dire sur mes 10 élèves, quelle est la probabilité que j'en ai au moins 2 qui soient demi-pensionnaires, ou au plus 2 qui soient demi-pensionnaires. Ça, c'est une chose à laquelle je vais vous laisser réfléchir tout seul comme des grands. Je vous le poserai en exercice, et on le traitera ensemble quand je ferai les corrections. Pas grand chose de plus à raconter pour cette première partie des probabilités, donc ça va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais enchaîner sur les lois de probabilité, donc autre que la loi binomiale, ce qu'on appelle les lois à densité. Donc je vais définir ce que c'est qu'une loi à densité et quels sont les 3 types de lois qu'on doit connaître. Et enfin, on fera une dernière partie très rapide sur ce qu'on appelle l'échantillonnage. Voilà, à plus tard.